Bien, retour dans cette émission pour la suite. J'avais annoncé le deuxième invité. Il s'agit bien sûr de M. Patrick Lonson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, qui est donc dans ce studio. M. Patrick Lonson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Oui, ça fait un petit bout moment là, on ne s'est plus vu. C'est vrai. Nous avons fait une pause pour laisser les premiers acteurs agir avant que nous revenions et reprenions notre travail en direction de nos populations. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Et tout le bureau de l'ANC se porte bien avec le président. Le bureau se porte bien, le président aussi. Merci beaucoup. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler bien sûr de la situation sociopolitique au Togo et puis ensuite la relance de la mobilisation des populations que vous avez promise lors du Conseil national. Mais on a envie de vous demander pour voir, nous venons de parler de la pandémie au coronavirus avec M. Dounia Makafi, chargé de communication de l'ATC. Vous avez un petit mot à placer sur les effets de cette pandémie au Togo? Mais les premiers mots, c'est la nécessité du respect des mesures barrières. D'accord. Je crois que dans ce domaine, les directives données par le gouvernement, par les autorités de ce pays, doivent être suivies. Cela y va de la santé de nos populations, cela y va de la santé de nos enfants. C'est pour cela que dans ce domaine et sur ce problème précis, nous devrions tous être d'accord pour sensibiliser nos populations et suivre les directives données par les autorités togolaises. Merci beaucoup, merci pour ce mot et nous espérons vraiment qu'il sera entendu qu'il sera vivement entendu par les populations. Nous allons glisser sur le plan politique. Quel regard d'abord jetez-vous sur la situation au Togo marquée par la mise en place d'un nouveau gouvernement depuis quelques semaines? Mais vous savez, après la tenue d'une élection à date constitutionnelle comme la présidentielle, il y a toujours la mise en place d'un nouveau gouvernement. Je situe ce qui vient de se passer dans ce cadre. D'accord. Est-ce que j'ai quelque chose de particulier à dire? Je considère que c'est un gouvernement qui est constitué des hommes et de femmes que nous connaissons déjà, qui ont déjà exercé leurs fonctions. Les appréciations, je les garde pour moi, mais je ne m'attends pas pour le moment à quelque chose de nouveau. Mais je voudrais plutôt donner le bénéfice du doute en disant que je vais attendre, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau. Pour ce qui concerne l'ANC, nous pouvons attendre deux choses fondamentales d'un gouvernement de droit ou de fait. Ces deux choses fondamentales, la question de la santé et de la survie économique de nos populations. Sur le plan politique, nous attendons que ce gouvernement accepte enfin de discuter sur les conditions d'organisation des élections afin que désormais ces élections ne soient pas des moments de peur, des moments de panique, des moments de souffrance, des moments de division entre les filles et les fils d'un même pays. Ce sont les deux choses qui comptent pour nous à l'ANC. Et nous voudrions observer le gouvernement sur ces deux points. Le bien-être des populations et les conditions de transparence des élections. D'accord. Alors, pour la première fois au Togo, une femme dirige la primature. Quelle appréciation avez-vous sur cette promotion de la femme togolaise?
La femme togolaise a toujours joué un rôle important dans la nation togolaise. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Les premières révoltes au Togo ont été organisées par les femmes. Le dynamisme économique du Togo est le fruit du sacrifice des femmes. Il n'y a rien de nouveau dans ce domaine. Certes, c'est la première fois au Togo, mais il faut toujours une première fois. Mais je dirais que j'aimerais bien que cette dame puisse ressembler à ses prédécesseurs ailleurs, comme Golda Meir, comme Indira Gandhi, etc., etc. C'est en cela que nous saurons que une femme a dirigé autrement le Togo que les autres. Voilà, on marque une pause, on revient tout à l'heure pour la suite. Voilà, c'est fait. Nous sommes de retour avec le second invité de cette émission, M. Patrick Lonson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, qui est donc avec moi, M. le Président. Nous sommes de retour. On a encore 25 minutes à passer ensemble. Alors, nous parlions justement de la chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga Dogbe. Pour une première fois, une femme est arrivée à la primature. Alors, elle pense qu'il faut faire face désormais au développement du Togo au profit des populations, comme vous l'avez dit. N'est-ce pas une bonne chose? Parce que trop de politique au Togo, Monsieur le Président. Comment peut-on faire le développement sans la politique? Le développement n'est qu'une branche de la politique. La politique, c'est quoi? Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop au Togo? C'est l'organisation de la vie sociale. La politique, c'est la recherche quotidienne du bien-être d'un peuple donné. La politique, c'est choisir le meilleur qui puisse justement conduire ce bien-être. On ne peut pas distinguer ou séparer la politique du développement du pays. Alors, si l'on pense que la politique serait négative, cela veut dire que nous n'avons pas compris le sens de la politique dans un pays donné. La politique doit être quelque chose qui contribue à l'épanouissement d'un peuple. Et donc, je ne comprends pas comment on peut séparer Bon, en fait, on ne dit pas de séparer, Monsieur le Président, c'est juste ne pas en faire une préoccupation de tous les jours et oublier l'essentiel. Peut-être c'est cela l'idée. Mais il m'est difficile de comprendre. Peut-être que dans le feu de l'action, je comprendrai mieux. Mais le dire ainsi, cela veut dire que regardez-nous faire. Et à la fin, vous direz si nous avons bien fait ou mal fait. Même le dire, c'est faire de la politique. Donc je ne comprends toujours pas. D'accord. Alors l'opposition, Monsieur le Président, est presque absente sur le terrain. Comment cela s'explique? Une explication de votre part peut-être? Absente sur le terrain, vous savez, j'ai l'habitude de ne jamais parler des autres. Mais je peux parler de l'ANC en tant qu'opposition. Après la présidentielle du 22 février 2020, nous avons sorti un premier communiqué pour faire remarquer que nous sommes en 3e position. C'est une analyse froide que nous avons faite par rapport à nos fiefs que nous avons devant nous, le MPDD et UNIR. Vice versa, ça n'a pas d'importance pour nous. Ou UNIR, MPDD. Maintenant que chacun l'interprète comme il l'entend. Et que nous nous sommes tués pendant 8 mois pour voir comment le contentieux électoral pouvait être réglé. C'est le moins qu'on pouvait faire. À cela s'est ajouté la question de la pandémie.
du virus de Covid-19. Donc, pour toutes ces deux raisons, pendant 8 mois, nous nous sommes tus. Pour qu'on voit comment ce que nous avons désigné comme étant devant nous pouvait régler les problèmes de ce pays et faire avancer le pays. Au bout de 8 mois, nous n'avons pas eu de résultat. Nous sommes un parti politique, nous sommes des responsables, nous ne sommes pas d'une génération spontanée, nous sommes des gens qui font la politique un peu à l'image de leurs aïeuls, n'en déplaise les nationalistes. Et pour les nationalistes, lorsque, après une élection, vous avez fait un constat, vous devez toujours laisser ceux qui sont là développer ce qu'ils vont faire. Nous avons vu que ni l'un ni l'autre n'ont pu résoudre les problèmes du Togo. C'est à partir de là que nous avons dit, nous reprenons notre bâton de pèlerin pour travailler avec les populations, comme nous l'avons toujours fait. L'élection est une étape dans la vie d'un parti politique. Ce n'est pas une fin. Et à partir de là, nous avons recommencé nos activités. D'accord. Alors, quelles sont les grandes orientations et les moments forts du Conseil national de l'ANC du 10 octobre dernier? C'est à partir de ce conseil, justement, que vous avez décidé de faire votre retour sur le terrain. D'abord, le premier élément a été la rétrospection. Un regard sur soi-même après ce qui s'est passé. C'est la première fois que il y a eu une élection dans des conditions qui étaient celles de l'organisation de ces élections. Dans une ambiance de haine, dans une ambiance de mensonge. Il fallait bien qu'on fasse le point. Nous avons fait le point en disant en recherchant du moins notre part de responsabilité pour la corriger et recommencer notre travail et faire également la part de responsabilité des autres. À la suite de ça, nous avons eu un débat fructueux sur tous les sujets, sans tabou. Quand je dis tous les sujets, y compris des sujets qui fâchent. Mais nous en avons discuté, débattu, et à la fin, nous avons sorti une déclaration finale pour dire essentiel. Déjà sortir des résolutions, des recommandations et des motions. Il y a une recommandation qui est très importante dans la situation actuelle et dont je dois nécessairement parler. C'est la résolution qui a trait à la lutte des peuples en Afrique. Nous avons cité la Guinée, nous avons cité la Côte d'Ivoire. Et l'histoire nous donne la raison. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans ces deux pays. On en a parlé et on a dit que ces peuples méritent notre soutien. On les a soutenus, on a envoyé ces résolutions aux responsables de ces pays-là. Ensuite, nous avons, dans notre déclaration finale, pris un certain nombre d'orientations. Parce qu'il y a les orientations qui doivent être mises en œuvre maintenant par le Bureau national. Oui. La première, c'est la reprise des activités du Bureau national du parti. Oui. La deuxième, c'est que le parti, après avoir fait l'analyse, l'autopsie des regroupements que nous avons eus jusqu'à présent, nous avons décidé que si nous devrions aller encore dans un regroupement de partis politiques, il faudrait que ce soit un regroupement sérieux. Des gens avec qui nous pensons de la même façon, des gens qui comprennent ce que c'est que la lutte politique, de façon que
on ne devienne pas nous-mêmes nos propres ennemis en nous affaiblissant. C'est ce qui s'est passé dans certains regroupements. On en a tiré toutes les leçons. Nous avons décidé donc de reprendre toutes nos activités, d'aller vers les populations, de remobiliser, d'organiser les meetings, d'aller parler avec eux, de leur expliquer ce qui s'est passé. Et d'aller bien sûr vers les populations par les démarches de proximité, leur expliquer ce qui nous préoccupe et ce que nous voulons. D'accord. Dans votre recul, pendant les 8 mois, vous avez dit tout à l'heure que vous avez réfléchi sur tout ce qui s'est passé et vous estimez que vous aussi, vous êtes responsable. Quelle a été votre responsabilité dans tout ce qui s'est passé? En tirant les leçons, en disant que nous devrions faire attention au regroupement, écoutez, je donne des exemples concrets. Il nous est difficile, jusqu'à ce jour, de comprendre que les regroupements sont incapables de se battre pour des sujets concrets. Par exemple, la transparence des élections. Le cadre électoral, la CENI, toutes les institutions impliquées dans l'organisation des élections. Avant d'en discuter, d'être d'accord là-dessus, nous avons vu des gens exiger de nous qu'il faut qu'on parle d'abord de l'alliance électorale. Ce sont des choses que nous ne referons plus. Ça, nous ne le referons plus. D'accord. Il faut qu'on soit d'accord s'il y a une unicité d'action, que ce soit sur des objectifs clairs, mais qu'on ne mélange plus les choses comme on l'a fait. À quoi ça nous a conduit? Nous sommes des politiques, on a entendu des partis politiques dire qu'il faut aller chercher quelqu'un ailleurs. Ce sont des éléments que nous ne comprenons pas. Peut-être que certains le comprennent, mais on ne peut pas être ensemble si on ne se comprend pas. C'est pourquoi nous disons que sur ces choses-là, demain, nous ne le ferons plus. Si on veut aller ensemble et qu'on veut à la limite choisir un candidat, il faut que ce soit à notre sein. Mais nous dire qu'il faut aller choisir ailleurs et aller choisir quelqu'un qui nous a combattus jusqu'à présent pour nous représenter, ce sont des inepties que nous n'accepterons plus dans notre vie. Si cela doit nous coûter des élections, nous le ferons parce que nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes. Vous avez mené un combat politique. Ce combat politique, c'est pour le bien-être du peuple togolais et non pour rechercher des postes pour des gens qui sont là que pour ça. Ils défilent d'ici à là pour rechercher toujours la même chose, être devant les autres et c'est tout. Non, nous disons que nous voulons que on se batte ensemble pour avoir la transparence des élections, pour avoir des institutions capables de dire le droit et la vérité des urnes, et à partir de là, il nous est loisible d'aller tous à des élections ou de choisir parmi nous celui qui nous paraît le meilleur. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de votre conseil national. Vous aviez également dit qu'il y a une recommandation que vous vous demandez d'aller sur le terrain à la rencontre des populations. Aujourd'hui, est-ce que ce travail est en train d'être fait? Bien sûr. Le 9, depuis que nous avons terminé le conseil national, nos commissions se sont mises à travailler. Le secrétariat général et ses adjoints, et le secrétaire général et ses adjoints sont au travail à l'heure où je vous parle. Et ils vont livrer le fruit de leur travail au bureau national qui reprend le 9 novembre. Le 9 novembre, des décisions seront prises pour savoir qu'est-ce qui est la priorité de tout ce que nous avons arrêté. Le bureau national arrêtera donc ce qui est prioritaire
et ce qui est secondaire. Et c'est à partir de là que nous allons développer notre plan. Mais il est clair que nous allons couvrir le territoire national pour aller leur expliquer la situation politique au Togo. Pour leur expliquer que le Togo est un pays que nous tous nous aimons et que nous devrions éviter la guerre au Togo. Pour éviter la guerre, il n'y a qu'une seule façon, c'est de se parler, de dialoguer, de discuter des problèmes les plus difficiles et de trouver une solution. Voilà notre position. Voilà, vous serez donc bientôt sur le terrain. Est-ce que la mobilisation sera facile pour vous quand on sait que l'opposition est sortie de la présidentielle du 22 février dernier très déchirée? Est-ce que le terrain ne sera pas hostile? Déchiré, je ne sais pas. Vous savez, vous-même vous l'avez dit, pendant 8 mois on n'a pas parlé. Quelqu'un qui ne parle pas, comment il peut contribuer à déchirer une Bon, peut-être qu'on imagine ce qu'il pense en silence. Mais là, c'est faire un procès d'intention. D'accord. Donc, nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Il y a certains qui ont érigé la politique en stratégie de mensonge, de dénigrement, d'allusion. Et cela, ça marche un moment, l'espace d'un matin. Mais lorsqu'on se réveille, on se réveille avec des maux de tête. Cela veut dire en clair que l'élection présidentielle a démontré que si nous ne faisons pas attention, ce pays peut aller à volo. Tout peut arriver. C'est pourquoi nous ressaisissons en disant que nous avons un objectif, c'est le bien-être du peuple togolais. Nous n'irons jamais à l'encontre du bien-être du peuple togolais. C'est ça qui compte pour nous. Nous n'avons pas participé au déchirement ou à la déchirure de quelque opposition que ce soit. Nous avons notre chemin. Nous nous sommes encore engagés là. Nous parlons de déchirement parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'ANC ne pourra plus travailler avec certains partis. Ça, c'est, vous l'avez dit, ceux qui n'ont pas, on va dire, la même vision que vous, ça ne sera pas le cas. C'est déjà une déchirure, Monsieur le Président. Si c'est comme ça, oui, c'est acceptable. Ça va de soi. C'est comme un ménage. Quand ça ne va pas, il faut bien que vous vous séparez. Quand ça va mieux, il y a réconciliation. N'est-ce pas? Oui. Si ça va mieux, on va se réconcilier. Si ça ne va pas, on ne va pas se faire harakiri. Nous ne sommes pas des masochistes. Lorsqu'on vous insulte, depuis les locales jusqu'à la présidentielle, le moins qu'on puisse dire, votre réaction doit être de vous méfier de ceux qui vous ont insulté. Si même vous devriez travailler avec eux, chaque fois vous devriez leur rappeler, je ne veux plus que vous m'insultiez. D'accord. Voilà. Alors, comment l'Alliance nationale pour le changement entend-elle mener la lutte et reprendre sa place de leader de l'opposition? Vous l'avez dit, au sortir de la présidentielle, vous êtes classé 3e. Bon, peut-être rappeler que vous avez 4,58% votre candidat. Oui, bon, on ne va pas faire le débat là-dessus. Pas du tout, pas du tout. Que ce chiffre pas du tout. Ne correspond pas à ce que nous représentons dans ce pays. Voilà, comment reprendre votre place de leader de l'opposition? C'est un terme qui ne nous plaît pas. Nous ne nous organisons pas pour être les meilleurs de l'opposition. Nous voulons accéder au pouvoir pour changer la vie des Togolais. Il faut être leader avant d'accéder au pouvoir. Leader du Togo, mais pas leader de l'opposition. D'accord. Il y a des gens qui se sont fixés cet objectif. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour tenter en vain de détruire l'ANC en mentant sur notre compte, en nous dénigrant, en nous insultant. Qu'on est moins content de cela aujourd'hui, c'est sur le respectable archevêque de Lomé qu'ils le font.
C'est la preuve même que ce n'est même pas une question de religion. Vous ne soutenez pas ma position, donc vous êtes un vendu. Vous ne soutenez pas ma position, donc vous n'avez pas votre place dans le Togo d'aujourd'hui. C'est comme ça que ces gens se sont comportés. Un peu à l'image de ce que un grand chef d'État est en train de faire également dans un pays lointain de chez nous, qui vient d'organiser ses élections le 3 novembre. C'est un peu ce qui s'est passé au Togo. D'accord. Alors, Monsieur le Président, cette question, comment trouvent les maires et les élus locaux de l'ANC la gestion des affaires de la cité? Vous savez, les élections locales auraient dû être une opportunité pour les Togolais, du moins la classe politique. Mais nous avons été déçus par la façon dont les choses se sont passées. Souvenez-vous, les gens sont allés aux élections où ils avaient des domaines partagés et des domaines spécifiques. Après les élections, au résultat, on a changé les règles du jeu en créant le grand district de Lomé, du Grand Lomé, qui aujourd'hui coiffe ses mairies. Lorsque l'on voit ce qui se passe à la plage, les gens ont tendance, par exemple, à accuser les maires de Golfe 2, de Golfe 1, de Golfe 4 et de Golfe 6. Et même de Lac 2 ou Lac 3, qui sont sur le littoral. Or, ce n'est pas eux qui gèrent la plage. C'est une anomalie, par exemple. Aujourd'hui, cela est géré par le préfet maritime, c'est géré par le grand district de Lomé. Les marchés qui doivent rapporter des recettes pour qu'on puisse aider les populations à améliorer leur cadre de vie, ces marchés sont dans l'escarcelle du Grand Lomé. Il s'agit justement de grands marchés. Il y a quand même des petits marchés qui sont de la compétence des communes. Mais tout cela n'était pas ainsi avant qu'on aille à ces élections. C'est ce que je dis. Vous voulez dire que cela n'a pas été clair après que on a institué ces choses. Tout cela crée une mauvaise ambiance. Moi, je croyais que au moins dans la gouvernance locale, on allait laisser les populations se gérer elles-mêmes à travers leurs élus. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On a l'impression parfois que ce n'est pas la décentralisation, mais la déconcentration. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Le deuxième aspect, j'étais encore député lorsque ce test est venu à l'Assemblée nationale. Nous avons fait remarquer qu'il y avait un risque de créer ou bien de faire de tous nos cantons des mairies. Sur le papier, c'est quelque chose de charmant. Mais dans la réalité, allez voir nos frères maires de Djakbargan et nos frères maires des villages des savanes. Et c'est vrai qu'il y a des communes qui n'ont pratiquement pas de ressources. Ils n'ont pas de ressources. De deux choses l'une, où l'État va les subventionner, ou alors il faut repenser dès maintenant à ce qu'on va faire. On aurait pu les regrouper dans le conseil préfectoral comme ça existait, ils auraient eu un peu plus de moyens. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, il y a des mairies, les marchés ne leur rapportent que 33 000 francs CFA par mois. Or, ils doivent payer un certain nombre de choses.
Voilà les problèmes que les maires rencontrent. Et je voudrais que les autorités reviennent à de meilleurs sentiments pour laisser les mairies travailler en leur donnant beaucoup plus de pouvoir et de moyens. D'accord. Je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde et c'est pour l'épanouissement de nos populations. D'accord. Monsieur Patrick Lonsson, on va prendre quelques secondes pour conclure. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est dommage. Oui. Bon, ça va vite. Mais on aura toujours l'occasion. Oui, puisque vous êtes désormais sur le terrain. Voilà. Je voudrais dire tout simplement que le Togo a un gouvernement. Le Togo a des maires. On a l'impression que tout marche bien. Mais nous pensons que les choses ne vont pas bien. Pour cette raison, nous sommes en train d'inviter une fois encore la classe politique togolaise et principalement ceux qui nous gouvernent à accepter de discuter des problèmes qui concernent le bien-être des Togolais, des problèmes qui concernent l'organisation des futures élections au Togo, de façon qu'on puisse vivre beaucoup plus en harmonie. Ce que nous avons vécu jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour nous. D'accord. La jeunesse souffre, les femmes souffrent, et surtout en cette période de pandémie, nous devrions nous resserrer les rangs et nous entendre sur l'essentiel pour faire avancer ce pays. Merci beaucoup, voilà monsieur. Merci beaucoup, monsieur Patrick Lonsson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, qui était invité de cette émission, le second. Justement, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Roger Tello pour la mise en nos micros. Je suis Mathieu Monzo. Bon week-end à tous et à lundi. Au revoir.